L'aventure poétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, voilà maintenant un vivant qui va vous en parler. Jacques Bergier, spécialiste de physique nucléaire, certificat de service exceptionnel délivré par le président Truman, décoré par la France, décoré par la Russie, membre de l'Académie des sciences de New York, savant, vulgarisateur, poète, expert en réalité, parce que la réalité est fantastique. Jacques Bergier, depuis 5 ou 6 ans que nous travaillons ensemble, je crois, vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Pour enfoncer dans le texte, nous aussi, nous voudrions faire appel à vous. La question, notre question est celle-ci. Sommes-nous les seuls, nous autres terriens, à hanter l'univers? Sommes-nous les seules intelligences dans le cosmos? Une question préalable. Les Russes et les Américains sont-ils les seuls à pouvoir explorer l'univers? La France va rentrer en scène à l'acte 2 du grand drame astronautique. Les fusées, à mon avis, ont fait leur temps, ont atteint les limites de leurs possibilités. Elles sont trop lourdes, trop encombrantes, trop difficiles à manipuler. Elles subiront les mêmes sorts que les dirigeables. Il fut un temps où les dirigeables étaient le seul moyen de la conquête de l'air, où l'Allemagne mesurait sa puissance au nombre de ces pleins énormes dirigeables lourds qu'elle avait. Tout cela est passé. Pendant la guerre de 14-18, l'avion a chassé les dirigeables du ciel. C'est avec l'avion que Mermoz a franchi la cordillère des Andes. C'est un avion que Lindbergh a franchi l'Atlantique. Actuellement, on ne voyage plus dans les airs qu'un avion. La même chose attend la fusée. Des machines plus souples, utilisant l'électromagnétisme ou l'antigravitation, vont la remplacer. Et là, la France a un rôle extrêmement important à jouer. Pourquoi les Français ont avancé leurs recherches sur l'antigravitation? Oui, ils sont très nettement en avance sur le reste du monde. C'est ce qui s'est dégagé de la conférence qui a eu lieu cet été sur ces sujets à Royaumont. On a en France pas mal de résultats expérimentaux et on approche de l'invention d'une espèce de dynamo qui transformerait non plus les mouvements en électricité, mais les mouvements en électricité, puis en magnétisme, puis en antigravitation. Bergier, il y a un propos que l'on entend souvent, même parmi les intellectuels, même parmi les poètes. À quoi ça sert-il d'espérer voyager dans les astres? Restons sur la Terre, c'est beaucoup plus intéressant. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que les voyages dans l'espace a l'énorme intérêt de pouvoir nous apprendre avec certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe d'autres intelligences et même d'autres humains ou humanoïdes dans le vaste univers. Il est donc pas absurde d'imaginer que sur d'autres planètes, il y a d'autres vies, peut-être d'autres hommes? À condition de ne pas penser aux planètes de notre système solaire, pas sur Vénus, pas sur Mars, pas dans la Lune, encore moins dans Jupiter ou Saturne. Mais il y a d'excellentes raisons de croire qu'il existe dans notre voie lactée pas moins de 10 millions de planètes ressemblant à la Terre. Même atmosphère, même gravitation. Mais s'il y a d'autres intelligences dans le monde, pourquoi ne nous auraient-elles pas fait signe? Elles nous ont probablement fait signe, encore faut-il comprendre leurs signaux. Ce programme de télévision sera certainement reçu dans 10, 20, 30 ans par d'autres intelligences. Mais comment les déchiffrer? Comment dans ce mélange de fréquences faire sortir des sons et des images? Est-ce que scientifiquement se pose la question de repérer des signes d'intelligence extérieure? L'université de Cornell à New York, sous la direction des professeurs Coccioni et Morrison, a un projet là-dessus. Ils comptent détecter dans les ondes qui nous viennent de l'espace des programmes de télévision, des signaux, des sons venant des planètes d'autres étoiles, venant d'autres hommes. Mais ces êtres humains ne sont-ils jamais venus jusqu'à la Terre? Eh bien, ils savent probablement que la Terre existe parce que leur télescope leur permet de repérer les perturbations qui sont causées dans le mouvement du Soleil par les planètes géantes Jupiter et Saturne. À partir de là, les mathématiques leur permettent de déduire que d'autres planètes comme la Terre existent. Très certainement, notre système a dû être traversé des centaines de fois par des fusées genre l'Unique 3 qui ont photographié notre Terre et qui ont ramené ces photos.
Il y a une curieuse histoire de satellite de Mars. Oui, l'un des satellites de Mars, Phobos, a une histoire étrange. L'astronome Asaph Hall qui l'a découvert avait déjà écrit à l'époque qu'il avait apparu soudainement et qu'il croyait qu'il était artificiel. Puis on avait oublié cette idée et l'année dernière, le russe Shklovsky a montré par des observations et des calculs que ce satellite est creux. Or, il n'existe pas, il ne peut pas exister, semble-t-il, de corps naturel creux. On pense donc que des êtres, martiens ou autres, ou des êtres d'ailleurs installés sur Mars, ont dans un passé lointain ramené à l'orbite de Mars un astéroïde et l'ont creusé pour y faire un immense laboratoire. Vous acceptez cette éventualité? La plupart des savants l'acceptent. Le dernier qui était contre Wilkins vient d'annoncer officiellement à la BBC qu'il était d'accord. Mais si ils ont photographié la Terre, s'ils l'ont approchée, cependant, ont-ils débarqué sur notre planète? Ont-ils vécu? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Nous avons nous-mêmes mis au point des peintures anti-radar, une machine recouverte d'une peinture anti-radar, débarquant la nuit et repartant la nuit pour rester tout à fait inaperçu. Pourquoi n'aurait-il pas laissé de traces alors? Ils ont peut-être laissé des traces, mais ces traces, nous ne savons pas les reconnaître. Il y a les tectites, ces étranges billes de verre que l'on trouve un peu partout, notamment dans le désert du Rub-al-Khali en Arabie, qui sont d'origine extraterrestre d'après leur composition chimique, mais qui pourtant sont en verre, qui n'ont pas l'air d'être des météorites. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne crois absolument pas aux soucoupes volantes. Ah, vous n'y croyez pas? Absolument pas. Pour moi, ça n'existe absolument pas. Et ces martiens à pattes qui débarquent et embrassent des gardes-barrières me laissent complètement froid. Mais par contre, il y a une autre expérience purement scientifique à laquelle je crois. Laquelle? Eh bien, un savant allemand, le docteur Konrad Lorenz de l'université de Tübingen, s'est fait passer pour un escargot et a vécu parmi les escargots, tous les autres escargots le prenant pour un escargot. Avec des dispositifs extrêmement simples, il a appris leur langage qui consiste en des mouvements des cornes, il faisait des signes, les escargots s'approchaient de lui, tournaient autour de lui ou s'éloignaient, et tous ces escargots le prenaient pour un autre escargot. Eh bien, je me pose quelquefois la question, si une intelligence en avance sur nous, ne peut pas en faire autant sur nous. Après tout, la chirurgie esthétique, ça existe, l'hypnotisme, ça existe. Que peuvent devenir ces techniques dans 1 million d'années? Alors vous imaginez la possibilité de la présence parmi nous d'habitants d'autres planètes? Vous allez jusque-là? Je vais jusque-là, et il arrive des choses curieuses dont on peut se demander si elles ne sont pas des espèces de tests d'intelligence que nous sommes posés, de même que nous posons des tests d'intelligence aux singes et aux chats. Il y a le fameux cas de Madame A. L'année dernière à Birmingham, une brave dame s'est présentée pour répondre à l'appel de la Croix-Rouge anglaise. On lui prit une pinte de son sang, on lui donna un bol de soupe chaude de 5 shillings et le répartit dans la nature. On examina le sang, ce n'était pas du sang humain. Il ne correspond à aucun des groupes sanguins, il coagule toutes les variétés du sang humain, mais il ne coagule pas du sang des rats. On a fait des annonces pour que Madame A revienne, on a offert des sommes considérables, Madame A n'est jamais revenue. Madame A, c'est peut-être le nom de Madame ailleurs. Oui, qui sait, c'est peut-être un test d'intelligence. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez que des intelligences venues d'ailleurs et séjournant sur la Terre auraient aidé à créer des civilisations? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas... Parce que vous admettez le thème des civilisations disparues, de grandes civilisations techniques avant l'histoire humaine. Ce n'est pas exclu. Dans une cave, dans le Boïstan, dans l'Inde, on voit les planètes Terre et Vénus représentées dans la position qu'elles occupaient il y a 11 000 ans, c'est daté par une carte du ciel, et reliées par des flèches. Des légendes hindoues parlent des seigneurs de Xi'an qui sont venus de la planète Vénus apportant le feu, l'arc et le marteau. Si les hommes vont bientôt dans Mars et qu'ils ne trouvent pas de vie, ils pourront peut-être trouver une vie disparue, peut-être des ruines de villes. Oui, ils trouveront peut-être des villes mortes. Cela veut dire donc que la vie a existé. Sommes-nous équipés pour aller la chercher plus loin, cette vie, dans d'autres planètes?
Oui, nous sommes équipés d'ores et déjà pour envoyer hors du système solaire des fusées portant des caméras qui iraient jusqu'à une autre étoile et qui reviendraient en utilisant comme énergie d'abord celle du Soleil, puis celle d'une autre étoile. Des expériences de ce genre sont envisagées. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la troisième vitesse cosmique. La première vitesse cosmique, c'est Sputnik. La deuxième, c'est l'unique. La troisième, 48,2 km la seconde, c'est hors du système solaire, vers des autres étoiles. Il y a une date pour ces premières expériences? Janvier-février 60. Janvier-février 60 pour envoyer des fusées hors du système solaire? Hors du système solaire. On a dit que l'homme ne résisterait pas au voyage dans une fusée interplanétaire pendant 10 ans de solitude dans la nuit cosmique. Oui, ça je n'y crois pas. J'ai vu au camp de concentration des hommes qui avaient résisté à 15 ans de Dachau, ce qui était nettement plus dur que n'importe quelle fusée cosmique. Oui, c'était sans espoir. Exactement. Tandis que là, il peut y avoir un grand espoir. Exactement. Dites-moi, Bergier, il y a encore une autre hypothèse, puisque vous admettez d'envisager toutes les hypothèses. On pourrait rêver aussi que la vie sur la Terre aurait été déposée par des êtres venus d'ailleurs. C'est possible également, surtout que la vie ne cesse de nous surprendre. Témoin l'extraordinaire histoire qui vient d'arriver à Los Alamos. Ils ont un réacteur, l'Oméga Ouest, qui marche à l'eau, à l'uranium et à l'eau. Il y a un mois, en les regardant au périscope, ils sont aperçus que l'eau était trouble. On l'a retirée, on l'a regardée à distance sous le microscope et la télécaméra, et bien des pneumocoques qui avaient muté et avaient donné naissance à une autre race de pneumocoques qui vivent sous des intensités de radiation fantastiques, 500 000 fois la dose mortelle par l'homme. Si une telle chose est possible, n'importe quoi est possible. En tout cas, on paraît avoir démontré de la façon la plus scientifique que nous sommes nés d'un bombardement stellaire. La disparition des dinosaures, on l'a établi maintenant avec la